Donc aujourd'hui, je vais continuer la présentation avec ma collègue Catherine Laurier, qui est encore avec moi dans ce projet de recherche. Monsieur Moreau a également nommé méco-chercheur dans cette étude qui s'intitule Les profils des jeunes fugueurs suivis en centre de réadaptation en matière de prise de risque. Je tiens à apporter aussi mes remerciements à toute cette ce beau groupe de personnes, d'intervenants, de directeurs au CIUS et agents de recherche et coordonnatrices. Donc, on a entendu parler beaucoup de fugues dans les dernières années. On a entendu dans les médias, il y a eu beaucoup de rapports gouvernementaux. Mais en fait, c'est quoi qu'on sait sur nos jeunes fugueurs? Quel est le problème associé avec nos jeunes fugueurs? En fait, ce qui nous inquiète beaucoup, c'est lors des épisodes de fugue. Lors des fugues en tant que telles, les jeunes vont prendre beaucoup de risques. Donc, ils vont prendre des risques en commettant du vandalisme, en volant, en consommant des substances psychoactives de façon excessive. Et aussi, ils vont être exposés à diverses situations dangereuses à risque. Donc, par exemple, tout ce qui est victimisation physique, sexuelle, comme on l'a vu un peu plus tôt. Donc, ces inquiétudes-là sont bien réelles. Quand on essaie de comprendre c'est quoi les motivations, c'est quoi les besoins, c'est quoi les caractéristiques de ces jeunes fugueurs-là en centre de réadaptation, on se rend compte qu'il y a quand même une grande hétérogénéité de leurs caractéristiques. Donc, on peut avoir une grande variété de caractéristiques individuelles, sociales, familiales et scolaires. Donc, pour essayer de bien comprendre c'est quoi les différents besoins, les différentes motivations sous-jacentes à ce comportement à risque-là, il serait intéressant d'aller voir mais comment ça se distingue, c'est quoi les différents profils qu'on a de jeunes fugueurs. Donc, cet exercice a été fait, par exemple, au niveau gouvernemental par l'INES, puis par d'autres chercheurs. Mais ce qui manque comme explication, c'est pourquoi ces différents profils de jeunes fugueurs-là se distinguent dans leur prise de risque, dans ce qu'ils font lors de leurs épisodes de fugue. C'est quoi qui est sous-jacent à ça au niveau de leur prise de risque? Donc, dans le cadre de notre étude, ce que nous avons voulu regarder, c'est justement de définir une typologie de jeunes fugueurs qui est basée sur les caractéristiques de leurs épisodes de fugue. Donc, on se base vraiment sur ce que l'on sait sur leur fugue. Donc, combien de fois ils ont fugué de leur centre de réadaptation? C'est quoi le plus longtemps, la période la plus longue de fugue qu'ils ont eue? Et leur contexte. Donc, comment ils vont revenir en centre de réadaptation? Est-ce qu'ils vont revenir seuls? Donc, ils vont fuguer, ils vont faire leurs choses, ils vont revenir par eux-mêmes? Est-ce qu'ils vont revenir avec un policier, par exemple, ou est-ce que c'est leurs parents qui vont décider de le ramener? Donc, ce contexte-là peut être très informatif pour des intervenants qui travaillent en centre de réadaptation. Ensuite de ça, notre objectif, c'était de comparer ces différents profils-là, de cette typologie-là, en matière de mécanismes impliqués dans la prise de risque. Donc, pour comprendre cette prise de risque-là, il y a différents modèles théoriques. Ça me ferait plaisir de vous en parler, mais j'ai décidé de me concentrer sur nos résultats. Mais différents mécanismes, donc, pour comprendre cette prise de risque-là. Donc, la recherche de sensations fortes, l'influence des pairs qui est très, très importante dans notre prise de risque à l'adolescence, notre impulsivité, la prise de risque en soi, cette tendance-là à vouloir toujours un peu plus, différents comportements à risque là-dedans. Je considère tout ce qui est consommation de substances psychoactives, comportement sexuel à risque, délinquance, comportement extériorisé. Et également tout ce qui est troubles de santé mentale et expériences traumatiques. Donc, notre étude considère 112 adolescents qui ont fugué, des adolescents du sexe masculin de 15 à 17 ans, suivis en vertu de la loi sur la protection de la jeunesse de la région de Montréal et Laval. Donc, cette étude dure approximativement 3 heures. Puis, on avait une série de mesures, autant qualitatives, quantitatives et plusieurs dimensions d'investiguer. Donc, des tests neuropsychologiques, des entrevues, des questionnaires, des tests à l'ordinateur. Donc, à l'aide d'une analyse de profil latent three-step, nous avons obtenu 3 profils de jeunes fugueurs qui étaient suivis dans cet échantillon-là, qui étaient suivis en centre de réadaptation. Donc, je vais vous présenter ces 3 profils-là, comment ils se distinguent en matière de fugue, premièrement, et ensuite de ça, comment ils se distinguent en lien avec leur prise de risque ou ces mécanismes-là qui pourraient venir expliquer cette prise de risque-là à l'adolescence.
Donc, mes trois groupes. Donc, le premier groupe, on a les fugueurs avec implication de la famille. Donc, ce groupe-là de fugueurs, c'est notre plus petit groupe qui représente à peu près 9% de notre échantillon. Ce qui les distingue précisément, c'est que ces jeunes-là reviennent de fugues accompagnés par leurs parents de façon majoritaire. Donc, la majorité du temps, c'est leurs parents qui vont les ramener. Donc, il se peut qu'il y ait d'autres façons de revenir à l'occasion, mais la majorité, c'est ça. Et ce qui les distingue des autres en matière de fugue, c'est qu'ils fuguent moins et moins longtemps. Et quand on regarde à maintenant, donc ça c'est au niveau de la fugue, mais au niveau de la prise de risque, comment qu'ils se distinguent, on remarque que ceux-ci, les jeunes de ce groupe-là, ont davantage de recherche de sensations fortes que, que les autres profils. Le deuxième profil, on les a nommés les fugueurs indépendants parce que ce qui les caractérise principalement, c'est qu'ils reviennent de fugue. Le contexte de retour, c'est qu'ils reviennent seuls au centre de réadaptation. Donc, ça, c'est notre plus gros groupe de jeunes. Donc, c'est 67 fugueurs. Ils ne se distinguent pas nécessairement au niveau des autres variables de fugue, mais on voit quand même qu'ils fuguent souvent, donc à peu près en moyenne 8 fugues. Et la plus longue fugue qu'ils peuvent avoir, c'est environ une semaine. Donc, ils partent quand même assez longtemps. Et ce groupe-là, comment il se distingue au niveau des variables pour essayer d'expliquer cette prise de risque-là? En fait, ces jeunes-là, c'est surtout au niveau de leur santé mentale qui se distinguent. Donc, en fait, ils ont davantage de diagnostics, d'indications diagnostiques de troubles de santé mentale et plus d'anxiété, plus de dépression spécifiquement. Donc, c'est ce qui les distingue des autres profils. Et finalement, on a notre dernier profil, nos fugueurs avec implication de la police. Je vous laisse deviner qu'est-ce qui les distingue. Donc, effectivement, ces jeunes-là, ils reviennent majoritairement de fugues en centre de réadaptation avec l'aide des policiers. Donc, ce qui les distingue également, c'est qu'ils ont les plus longues fugues. Donc, en moyenne, leur plus longue fugue est de 18 jours. Donc, c'est vraiment très long. Et ils ont également quand même beaucoup de fugues à leur actif. Si on les compare au niveau des autres besoins, leurs mécanismes impliqués dans leur prise de risque, ce groupe-là se distingue principalement en lien avec leur historique d'abus sexuels. Donc, ils ont davantage d'historique d'abus sexuels que les autres profils. Donc maintenant, pour essayer de mettre un peu plus de contexte à ces trois profils-là, je vais laisser la parole à Catherine Laurier qui va nous expliquer, mais qu'est-ce que ça peut avoir comme implication au niveau clinique et au niveau théorique? Oui, merci Sophie. Je pense que tu es encore la maestro. Merci. Donc, c'est ça, on a cherché à comprendre au-delà des distinctions statistiques, qu'est-ce que ça voulait dire ces trois groupes de fugueurs. En fait, les premiers qui nous ont été présentés, là, les fugueurs avec l'implication de la famille, qui était aussi le groupe là, qui était le moins nombreux, cette recherche de sensations fortes élevée de ces jeunes, c'était sûrement lié à un manque d'autorégulation. Ça, c'est typique de l'adolescence et ça nous rappelle le développement normatif à l'adolescence, où tous les adolescents sont dans cette recherche de sensations fortes, puis au niveau du développement de leur cerveau, ils n'ont pas acquis encore toute l'autorégulation auquel a accès là, la plupart des adultes. En tout cas, on le souhaite. Donc, avoir envie de prendre des risques, mais pas être encore capable d'inhiber ce désir de prendre des risques finalement. Donc, ce sont des fugueurs qu'on pourrait qualifier peut-être comme des adolescents normatifs qui sont en centre de réadaptation. Donc, pour prendre des risques en centre de réadaptation, puis pour pouvoir satisfaire cette recherche de sensations fortes, bien, comment on peut le combler, ce désir? Bien, peut-être que c'est tout simplement en fuguant. Et puis que la fugue devient donc une façon de prendre des risques, de rechercher des sensations fortes à ce niveau-là. Donc, ils reviennent avec la famille, ils sont encore attachés, là, si on veut, à ces premières figures significatives. Alors, quand on réfléchit sur comment on peut intervenir spécifiquement avec ces jeunes de ce profil-là, bien, on a envisagé notamment un modèle de réduction des méfaits où le but ne serait pas nécessairement
de faire en sorte que ces jeunes ne sortent plus, mais plus de mieux encadrer comment ils pourraient faire des sorties autorisées dans un cadre qui va moins les mettre à risque. Donc, un peu comme on le ferait avec nos adolescents, hein, quand on a un adolescent à la maison, ben on décale un peu le couvre-feu, on ne dit plus sort plus de la maison, mais on encadre un petit peu mieux quand il sort de la maison, l'adolescent. Donc, en centre de réadaptation, c'est aussi comme ça qu'on pourrait songer, intervenir avec des jeunes de ce profil-là. Pour ce qui est du deuxième profil qui a été présenté, celui des fugueurs indépendants, qui étaient ceux qui revenaient seuls la plupart du temps en centre de réadaptation, on s'est posé la question si dans leur situation, la fugue représentait plutôt un mécanisme de coping. Je vous rappelle que c'est dans ce groupe-là aussi qu'on a remarqué qu'il y avait plus de troubles de santé mentale, de dépression, d'anxiété. Alors, la fugue pourrait être vue dans ce contexte-là pour ces jeunes comme une façon de, de, de mettre fin à cette souffrance finalement qui pourrait être liée de leur propre interprétation, liée au centre de réadaptation. Donc, le fait de sortir, ben, c'est un peu comme une façon de pouvoir composer avec une douleur. Donc, chez eux, on a vu une certaine souffrance, puis la fugue serait vue comme un mécanisme de coping, un mécanisme d'adaptation pour arrêter la souffrance dans laquelle ils sont. Donc, c'est pour ça que nos suggestions d'intervention pour ce profil-là seraient plus d'offrir un soutien en santé mentale aux jeunes. On le sait que c'est quelque chose qui est prioritaire pour des jeunes qui sont en difficulté que de leur offrir un soutien en santé mentale qui implique aussi un dépistage des troubles de santé mentale, évidemment, en amont. On pourrait aussi leur offrir des techniques de gestion du stress, donc des techniques finalement pour leur apprendre à composer avec la souffrance, qui ne ferait pas en sorte qu'ils soient obligés, entre guillemets, de fuguer pour essayer de mettre fin à la souffrance. Donc, finalement, leur apprendre comment faire avec la souffrance, comment faire en sorte pour que ça aille mieux puis qu'on n'ait plus une telle souffrance, donc trouble de santé mentale, puis que la fugue ne serait pas juste un exutoire. Puis on se rappelle pourquoi on veut éviter qu'il y ait fugue, c'est que, comme Sophie nous l'a présenté plus tôt, il y a une très grande prise de risque lors de la fugue, une prise de risque psychologique, bien sûr, mais aussi physique réelle. Ils s'exposent à beaucoup de risques. Finalement, le dernier groupe de fugueurs, donc ceux avec l'implication de la police, donc c'était ceux qui reviennent avec les policiers, c'était aussi ceux qui fuguaient le plus longtemps. Donc là, ici, Sophie nous a gentiment fait une traduction libre là, de la théorie de la prise de risque. Oui, Monsieur Moreau, on a presque terminé. Donc, la théorie de la prise de risque post-traumatique de Kehrig, alors qui nous explique que certains jeunes vont se mettre plus souvent en situation de danger pour reprendre, consciemment ou non, là, le contrôle sur leur vie, passer d'une position où ils sont passifs par rapport à ce qui a été subi pour camoufler leur vulnérabilité, fuir des émotions intolérables ou activer le centre de récompense du cerveau. Alors, la façon de le comprendre, c'est aussi de voir que ces jeunes ne sont pas en centre de réadaptation pour rien, hein, non plus. Il faut se rappeler que plusieurs de ces jeunes ont vécu plusieurs traumas dans l'enfance. Puis là, ici, on fait quelques liens avec notre précédente présentation là, de notre autre équipe. Donc, ils ont vécu plusieurs traumas dans l'enfance. Et puis, la fugue, puis la prise de risque active peut être donc un moyen de tenter de reprendre le contrôle de sa vie. Donc, on est là-dedans. Puis ces jeunes qui sortent, puis qui reviennent avec l'implication de la police, qui ont aussi un petit peu plus, dans mon souvenir, de conduite déviante aussi, bien, ce sont ces jeunes, en fait, qui essaient probablement de s'en sortir en essayant d'être actifs. Donc, c'est dans ce sens qu'on propose d'intervenir avec des approches sensibles au trauma où les interventions devraient prendre en compte que ces jeunes qui sont en centre de réadaptation ont probablement vécu plusieurs situations où ils ont été justement vulnérables, ils ont été justement victimes de torts interpersonnels là, qui viennent de personnes dans leur environnement.
Finalement, Sophie nous a mis la référence d'un article tout chaud, tout chaud, tout chaud, qui vient d'être accepté, qui va être publié dans le Journal of Research on Adolescence, qui porte sur ces trois profils.